Se dire allié et continuer à invisibiliser les personnes qu'on prétend défendre, c'est pas du militantisme, c'est de la posture. Et si tu ignores l'outil révolutionnaire qu'est le regard situé, tu n'es peut-être pas l'allié que tu prétends être. Installez-vous parce qu'aujourd'hui on va parler d'un concept qui a changé ma façon de lire, de créer, de consommer, de militer, dont je vous parle depuis déjà 6 mois et que j'appliquais déjà auparavant mais pas avec ce degré de conscience, je pense, faute à moi. Et ça part d'un commentaire. Un commentaire qui se voulait anodin, sans gravité au demeurant. Voici ce qui est écrit dans le commentaire. Chers ancêtres, d'Isis Laboucaberia est publié chez Grasset, qui a été racheté par Bolloré. 3 petits points. Le commentaire a été posté sous la dernière vidéo dans laquelle je vous parle des lectures que je vais faire au cours de ce mois de juin. C'est un commentaire banal, qui peut-être peut sembler bien intentionné, mais qui l'est pas en fait. Parce que un commentaire qui illustre exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans La Voix des mots, le journal de bord d'une autrice et lectrice dédiée aux émotions et qui lutte pour plus de représentation dans le monde de l'édition. Je suis Maouna Vigam, alias Maouna Poésie. Ici, on parlera donc écriture, lecture, santé émotionnelle et édition. Mon premier roman arrive en novembre 2026 aux éditions Solaire, et ce n'est que le début de l'aventure. Installez-vous, c'est parti. Isis a essuyé, je crois, une 20aine de refus, si je dis pas de bêtises par rapport à ce qu'elle avait dit dans une de ses stories, avant de trouver quelqu'un qui souhaite publier son livre, donc Chers ancêtres. 20 refus. Pour un ouvrage qui parle des existences anticoloniales des femmes esclavisées, qui ressuscite une mémoire longtemps censurée, qui nous donne des noms, des visages, des stratégies de survie et de lutte. Quand vous êtes une autrice noire et que le milieu de l'édition vous forme ses portes les unes après les autres, et qu'enfin, quelqu'un vous dit oui, vous signez, surtout si la personne qui vous accompagne a des valeurs alignées avec les vôtres. Et en réalité, c'est ce genre de situation que vivent beaucoup d'autrices racisées dans ce milieu. Ce livre est sorti avant que Bolloré prenne le contrôle éditorial de Grasset. Isis n'a pas signé avec Bolloré. Donc la boycotter, ça n'a pas de sens. Et surtout, boycotter Grasset aujourd'hui ne nuit pas à Bolloré. Bolloré s'en fiche. C'est Isis qui perd des ventes, de la visibilité, des opportunités de carrière. C'est elle qui paie les factures du militantisme qui n'a pas pris le temps de se demander ce qui allait tomber de ce geste. Donc ce type de commentaire. Parce que c'est pas le premier commentaire que je vois depuis que la situation chez Grasset a changé. Il y en a partout. Plusieurs vidéos qui tournent en disant « Voici la liste des choses à boycotter, etc., etc., etc. » Sauf que, comme le dit aussi Isis, boycotter oui, mais intelligemment, stratégiquement. Parce que Bolloré n'a pas investi dans l'édition pour faire de l'argent, ni dans d'autres couches d'ailleurs. Il a fait pour contrôler, la possibilité de contrôler des idées. Et du coup, je me demande, qui a besoin de Bolloré quand on a des alliés comme ça, comme les personnes qui donc appellent à boycotter le livre d'Isis? Ce commentaire illustre quelque chose que je vois partout et qui me fatigue profondément. Le militantisme de façade. Celui qui se donne bonne conscience sans jamais interroger l'impact réel, donc, de ses gestes. Et invariablement, ce sont les personnes marginalisées qui absorbent les dégâts. Pas Bolloré, pas le système, mais Isis. Bell Hooks appelait ça la politique sans pratique. Le geste visible qui soulage celui qui le fait, sans transformer la réalité de ceux au nom desquels il prétend agir. Je vous mets la référence en bas de l'article. Et pour comprendre donc ce commentaire est le symptôme d'un problème bien plus profond, il faut qu'on reparle à nouveau de l'outil du regard situé. Déjà, d'où il vient? Rapidement. Il vient de Donna Haraway en 1988, qui publie donc un article qui va changer pas mal de choses. Elle s'attaque à 2 illusions symétriques. D'un côté, le regard de nulle part, celui qui prétend à l'objectivité totale, ce qu'elle appelle le God Trick, le truc de Dieu, faire croire qu'on voit tout depuis nulle part. De l'autre, le relativiste total, qui dit que toutes les perspectives se valent. Et elle refuse les deux. Pour elle, la seule connaissance honnête est partielle, localisée, incarnée. Par la suite, d'autres personnes vont reprendre cette notion-là et la redévelopper. Je vous mets toutes les références en bas de l'article. On va se rendre compte, donc, par exemple, que les femmes, précisément parce qu'elles occupent une position dominée, ont accès à des connaissances que les dominants ne voient pas. Et ce concept est aussi repris par Patricia Hill Collins, qui l'approfondit dans une dimension raciale et montre que ce regard situé ne peut pas ignorer l'imbrication des oppressions. Les oppressions de race, de genre, de classe se croisent et produisent des positions de savoir distinctes. Une femme noire ne voit pas le monde comme une femme blanche, ni comme un homme noir. Et donc Patricia Hill Collins appelle ça la Matrix of Domination. Et ensuite, le concept est encore repris, étendu, analysé autrement. Par Bell Hooks, aussi notamment par Kimberly Crenshaw. Tout ça, je vous mets ça en bas de l'article. Et si on s'arrête juste sur Bell Hooks, elle précise que celui qui voit ce que le centre ne voit pas, parce qu'il n'a aucune raison de le chercher. Elle théorise le regard depuis la marge comme un regard critique et résistant.
Et ce toujours concept de regard situé est aussi critiqué au niveau des algorithmes aujourd'hui. Parce que les algorithmes montrent qu'il y a des biais, ce sont des moteurs de recherche dont les regards situés, non déclarés certes, mais ils sont présentés comme neutres. Google n'est pas objectif, Google n'est pas situé. On a vu des choses quand on tape personne noire, à un moment il y avait des singes qui remontaient. Un exemple parmi tant d'autres, pour vous dire à quel point rien n'est neutre et donc tout est situé. Où est-ce que je vais en venir aujourd'hui avec tout ça ? Je voulais déjà passer le cadre historique, maintenant que ça c'est fait, on passe à la suite. Le regard situé, c'est la conscience que toute connaissance est produite depuis une position spécifique. Un corps, une histoire, une classe, une race, un genre donc. Personne ne voit le monde depuis nulle part. La question c'est, est-ce qu'on le sait et est-ce qu'on le dit ? Pour une personne non racisée, par exemple, ça commence par une question inconfortable. Depuis où est-ce que je parle ? Quand tu partages un contenu sur les minorités, tu vérifies si la personne qui parle est elle-même concernée ou si c'est encore quelqu'un qui parle à la place de quelqu'un d'autre, par exemple. Quand tu boycottes quelque chose au nom d'une cause, tu te demandes qui trinque concrètement si je fais ça. Exemple, le livre d'Isis. Pour une personne racisée, c'est différent parce que le travail n'est pas le même. Le regard situé, c'est d'abord une légitimation. Ce que tu vois et que les autres ne voient pas. Ce n'est pas la subjectivité excessive. C'est une forme de connaissance produite depuis une position que les autres n'occupent pas. Et cet inconfort, face à un roman par exemple présenté comme universel, mais dans lequel le personnage racisé sonne faux, enfin, la douleur est esthétisée pour le regard blanc, et cet inconfort, c'est pas forcément un manque de recul, c'est au contraire la conscience que ton travail, que ce regard situé est en action. Et moi, mon point, c'est d'essayer de transformer tout ça dans le quotidien. De donner un outil épistémique. Je veux parler de son application comme une pratique de résistance en continu, en fait. Et je pense que je suis pas la seule à faire ça, mais bon, on est sur mon podcast, donc voilà. Parce qu'en fait, je me dis qu'une fois que ce regard est actif, on peut pas faire les mêmes gestes de la même façon. On peut pas entrer dans un coffee shop qui se dit vietnamien, mais à l'intérieur, il y a rien de vietnamien. Il y a une esthétique épurée, occidentale, qui est revisitée pour un public bobo parisien. Le regard situé va te demander qui a créé cet espace, qui en tire profit, où sont les restaurants tenus par des personnes vietnamiennes dans ce même quartier. Est-ce que je peux les trouver ? Et est-ce qu'il y a de la place pour ça ? En dehors de ce concept aussi d'appropriation culturelle, avant même d'en arriver là, ce sont des questions à se poser en fait. Et quand on se pose ces questions, on comprend justement le concept d'appropriation culturelle et on comprend pourquoi les personnes marginalisées, minorisées et en l'occurrence dans ce cas, cet exemple précis, vietnamiennes, se révoltent pour ça. Autre exemple, tu commandes un matcha latte. Le regard situé va te dire que le Japon est en crise de production de thé, de matcha, à cause du dérèglement climatique et que la demande occidentale explose, puisqu'on en a fait un concept marketing, et que ça crée une pression sur les producteurs japonais qui ne peuvent plus suivre. Alors, tu peux continuer à boire du matcha si t'en as envie, mais au moins tu sais. Moi, par exemple, quand j'ai su ça, parce que j'étais une amatrice de matcha, pas tant pour la trend, mais parce que j'espérais que ça allait m'aider à rester éveillée sur le long terme, et parce que j'essaye de ne plus boire de café pour les conséquences qu'on connaît, j'ai basculé sur le matcha. Mais quand j'ai su ça, je me suis dit, non, stop, je vais arrêter, donc je vais finir ce que j'ai commandé. Et en parallèle de ça, je me suis rendu compte que, dans tous les cas, ça m'empêchait pas de dormir, déjà. Et de deux, surtout, par rapport aux bénéfices annoncés, le moringa, qui est une plante ancestrale, qui vient d'Afrique et, de plusieurs pays en Afrique, et de d'autres pays si je dis pas de bêtises, en Asie, a beaucoup plus de vertus et je vais me tourner vers ça. Sauf que, manque de bol, le moringa est aussi en train d'arriver et de devenir quelque chose de branché. Et là, pareil, le regard situé va te dire que les populations africaines consommaient le moringa depuis des siècles, que cette plante va être extraite de son contexte, qu'elle va être rebrandée, surpayée, revendue à des populations occidentales, pendant que les populations qui en sont à l'origine n'en tireront aucun bénéfice économique et peut-être même qu'elles vont galérer à pouvoir le consommer au prix juste auquel elle le consommait préalablement. C'est la même chose avec le yoga, le hammam, le gua sha, la méditation de pleine conscience, qui est détachée du bouddhisme. Tout ça, c'est le capitalisme qui s'approprie, efface l'origine et revend. Et c'est là qu'il faut revenir au regard situé. Et cette capacité à se poser ces questions-là, à aller au-delà de ce qu'on nous vend, si je te donne un exemple encore plus concret et encore plus récent que j'ai vu, le bain froid. On ouvre des salles de bain froid, je crois, à Paris, que j'ai vu passer sur LinkedIn, en prétendant que c'est révolutionnaire, que ça va nous soulager, que ça va baisser notre stress, etc., que c'est une découverte. Mais ce qu'on dit pas, c'est que cette tendance s'appuie sur notre aveuglement
à ce que fait le capitalisme à nos corps pour nous pousser à consommer. Il nous casse d'abord, il nous brise, et ensuite il nous revend une solution soi-disant. Tout ça, c'est prendre conscience en fait de ce qui se passe autour de nous, et je trouve que le regard situé nous aide à faire ça, à nous poser des questions, à nous demander qui parle, d'où parle cette personne, pour quel enjeu, pour quel objectif, et dans quel contexte cette personne qui parle est, qui elle est en tant qu'individu. Et Audre Lorde appelle ça l'attention, comme acte de survie. C'est pas attendre par exemple que les réseaux te donnent une information, mais c'est aussi être toi-même dans cette vérification de ce qui est dit, même dans ce que moi je te dis là actuellement. C'est pour ça que je te donne des sources pour que tu puisses après faire tes propres recherches et aller plus loin dans la réflexion. Et la mienne n'étant pas finie, c'est aussi pour ça que je mets ces sources-là, pour me dire demain, quand je vais vouloir repousser cette réflexion, aller plus loin, ajouter un nouveau concept, ajouter une nouvelle lecture, d'où est-ce que je suis partie, comment ces précédentes lectures se croisent. Si on en revient à l'exemple donc de Bolloré, là le regard situé s'applique encore plus, enfin une fois supplémentaire plutôt, pour quelque chose de précis. Si, par exemple, on essaie de l'appliquer à l'homme. Bolloré est un homme blanc, catholique, traditionnaliste, ultra riche, héritier d'un empire industriel construit, en partie, sur l'exploitation de ressources africaines, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire, via Bolloré Africa Logistics. Sa fortune a une géographie coloniale réelle, elle n'est pas métaphorique. Il n'a pas investi dans les médias pour faire de l'argent, il l'a fait pour le contrôle des idées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Contrôler, donc, quels regards sont diffusés à grande échelle. C'est une manière de contrôler ce qui passe pour évident, normal, universel. Et on en revient donc à la notion de Gotrek, d'Haraway, qui est appliquée à l'échelle de l'empire médiatique. C'était la toute première notion dont je te parlais au tout début de l'épisode, c'est pour ça que je te disais qu'il fallait t'accrocher, mais que ça allait quelque part. Donc on peut boycotter, mais il faut savoir quel impact cela a. Par exemple, tout le monde appelle à boycotter ces news et c'est important et il faut le faire. Je trouve que toutes les personnes souvent ou les vidéos qu'on partage listant toutes les choses à boycotter ne donnent pas forcément d'alternative ou ne précisent pas justement quel impact cela a de boycotter telle ou telle chose au regard d'une certaine catégorie de la population. Ces news on évite, ok. On peut favoriser d'autres médias comme Blast, Mediapart, d'autres chaînes YouTube de journalistes indépendants racisés par exemple. Parce que chaque vue qu'on donne à ces news, c'est une donnée vendue à ces annonceurs. Europe 1, pareil, on évite. On va les favoriser, les podcasts de créateurs et créatrices, par exemple racisés, ou marginalisés en tout cas. Le simple fait que tu sois là est une manière de lutter contre ces news, contre Europe 1. Et le fait que tu parles de mon podcast à d'autres personnes est aussi une manière de lutter, soit dit en passant. Par exemple encore, les relais en kiosque. Ils distribuent majoritairement des titres de Lagardère Vivendi et favorisent la diffusion d'idées de droite et d'extrême droite. Pour boycotter ça, par exemple, on favorise les éditions indépendantes. On va chez Présence Africaine, Mémoire d'Encrier, La Reine Blanche, et tant d'autres que je vous liste aussi dans les chroniques, ou que je ferai bientôt, que je vous listerai, toutes ces maisons d'édition indépendantes. On prend le temps de se renseigner et d'aller acheter ailleurs, en fait. Plutôt que d'acheter un livre produit, publié pour Zemmour par Bolloré au relais. Et dans le cas particulier des maisons d'édition, on nous dit effectivement de boycotter Hachette, livre. Sauf qu'il y a une nuance à avoir. C'est justement le piège que Bolloré a construit en rachetant un empire aussi tentaculaire. Parce que dans Hachette, donc, il y a Grasset, il y a Fayard, il y a Kahneman Levy, il y a Stock, il y a Larousse. Et boycotter en bloc tout ça, ça percute aussi des centaines d'auteurs et d'autrices racisés, dont beaucoup n'ont pas fait ce choix, n'ont pas eu d'autre choix que de publier là-bas. Pour diffuser leur message de militantisme. Des personnes qui appartiennent à la communauté LGBTQIA+, pareil, pour diffuser leur message de militantisme. Donc en fait, boycotter tout d'un bloc, ça n'a pas de sens. La stratégie, c'est cibler les titres publiés par des auteurs de la sphère idéologique de Bolloré et acheter activement les titres d'auteuristes racisés publiés dans le même groupe. Des personnes qui défendent un message antiraciste, bien évidemment. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'alternative, c'est peut-être pas juste d'acheter ailleurs, c'est d'aussi acheter en conscience en faveur de quelque chose de précis, puisque chaque euro dépensé est un acte militant. Ceci étant dit, là, on est sur mon podcast qui lui est hébergé sur Substack, par exemple. Quand j'ai appris que le fondateur avait refusé de modérer des contenus nazis et haineux sur sa plateforme, au nom de la liberté d'expression soi-disant, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ce podcast ? Effectivement, des centaines de créateurs ont quitté la plateforme à ce moment-là, et tout ça a été documenté. Si je suis là, c'est pas par indifférence.
C'est parce que pour l'instant, les alternatives sont moins puissantes pour toucher les gens que je veux toucher, et que me déplacer sur une autre plateforme moins visible revient encore une fois à me punir moi pour les choix d'un fondateur blanc qui n'a aucune raison de se soucier de ce que ça me coûte à moi et aux autres personnes racisées, marginalisées, qui sont victimes donc de ces insultes qui sont proférées sur sa plateforme. Et le regard situé, c'est aussi ça, de l'appliquer à ma propre situation quand je fais quelque chose. Là, je cherche activement une alternative à Substack, j'ai pas encore trouvé. Mais c'est aussi ça, le regard situé, c'est accepter l'idée que ça puisse nous coûter quelque chose et donc de voir quels sont les choix que l'on fait en ayant conscience de tout ça. Quel genre de personne on essaie de devenir, quel genre d'allié on prétend être. C'est un choix contraint, conscient et qui est nommé. C'est pas donc un concept réservé aux universitaires à mon sens, il faut se dire que c'est quelque chose qu'on peut appliquer au quotidien et c'est ce que je voulais essayer de faire à travers cet épisode d'aujourd'hui. C'est une notion, quelque chose, un outil qui se développe avec l'usage. La prochaine fois que tu vas regarder un film, par exemple présenté comme féministe qui ne mentionne pas l'intersectionnalité, tu sais donc ce qui te manque et pourquoi. La prochaine fois que tu vois un appel au boycott, tu te demandes sur qui tombe ce geste avant de le relayer. La prochaine fois que tu entres dans un restaurant qui dit s'inspirer d'une culture sans que personne te cette culture n'en tire profit, tu vois le mécanisme. Et surtout, la prochaine fois que tu partages le contenu de quelqu'un, que tu achètes un livre, que tu t'abonnes à une création, à un créateur de contenu, une créatrice de contenu, tu sais que c'est un acte. C'est pas un geste neutre. Donc, c'est aussi ton regard situé qui est en mouvement. Et c'est donc de te demander, la personne après de qui tu t'abonnes, d'où aussi et où est-ce qu'elle parle. Pour qui, contre qui, pourquoi. Et quelle est sa position dans ce système. C'est compliqué, c'est pas évident. En fait, non, c'est pas si compliqué que ça, c'est surtout que ça coûte. Et on va pas se mentir, dès que ça nous coûte quelque chose, dès que ça vient toucher à notre inconfort, dès que ça nous enlève quelque chose, on n'a pas envie de le faire. Mais malheureusement, les personnes marginalisées et racisées n'ont pas ce choix aujourd'hui. Pas avec ce qui se prépare, pas avec ce qui se profile. 2027, les élections, elles sont demain. Elles sont là. Et avec tout ce qui se passe, si vous n'avez pas conscience de ça, vous vivez soit dans une grotte, soit vous faites partie du système. Résistez. Vraiment résistez. Mais résistez intelligemment, en faveur des personnes concernées, pas à leur détriment. Achetez des livres des autrices racisées, partagez leurs publications, allez à leurs événements, donnez des sous à des assos si vous le pouvez, qui luttent pour défendre ces minorités. C'est là que vous êtes utile, c'est là que vous êtes des alliés. Parce qu'un allié qui se trompe de cible et qui fait porter les conséquences aux personnes qu'il prétend défendre, franchement, on s'en passerait bien. Et pour terminer, je vous donne un dernier exemple concret. Je vous ai dit il y a quelque temps que j'avais acheté un tapis de yoga pour différentes raisons liées à mes problèmes de santé et à l'utilisation que je veux faire du yoga au quotidien pour m'aider. Quand j'ai voulu faire cet achat-là, je me suis posé la question de vers quel type de tapis de yoga j'allais aller et j'ai fait des recherches. Outre le fait que je ne voulais pas quelque chose qui contienne des PFAS, des polluants, des choses chimiques qui allaient avoir une incidence aussi sur mes hormones, sur ma santé, etc., etc., je voulais aussi faire un achat conscient et revenir un peu à ce qu'est le yoga à l'origine. C'est pour ça que j'ai choisi Maola, dont je vous ai parlé la dernière fois. J'arrive à la fin des tests des 30 jours, donc je peux vous dire consciemment ce qu'il en est et pourquoi est-ce que j'aime ce tapis-là. Je vous en parlerai peut-être plus en détail dans le prochain épisode du podcast qui sera le bilan du mois de juin. Mais voilà, c'est une marque qui a été confondée par une personne d'origine indienne, donc c'est situé. C'est une professeure de yoga et les tapis sont fabriqués à la main dans le sud de l'Inde. Donc c'est quelque chose qui va dans le sens positif de ce que je veux défendre et de ce que je veux faire à travers l'acte d'achat que j'ai réalisé. Je vous partagerai un code promo si ça intéresse certains d'entre vous qui ont l'intention d'acheter prochainement un tapis de yoga pour vous aider à faire un choix conscient si vous en avez envie. Et comme je vous disais, je reviendrai un peu plus en détail dans le prochain épisode du podcast sur ce que m'a apporté ce tapis en termes de bienfaits, de bénéfices et de pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là. Si vous avez écouté le précédent épisode de podcast, vous savez que maintenant le podcast contient plusieurs rubriques, dont tout ce qui est lié au fait d'être une autrice noire racisée en France, et de comment est-ce que je prends soin de ma santé mentale pour pas clamser plutôt que prévu, parce que j'essaie de militer et de rendre un peu ce monde meilleur. Et si vous aussi, vous avez envie d'y participer, rappelez-vous, un allié qui se trompe de cible et qui fait porter les conséquences aux personnes qu'il prétend défendre, on n'en veut pas. Prenez soin de vous et vous avez toute la bibliographie, toutes les sources de ce que j'ai dit aujourd'hui qui sont dans l'article et dans la description du podcast. À bientôt!
Pour découvrir d'autres contenus et recevoir en exclusivité mes nouveautés ou extraits de livres, je t'invite à t'abonner à la newsletter et au podcast. Merci pour ton soutien, pour le commentaire ou la note que tu as laissé, et merci de m'avoir écouté. À très vite!